Bonjour, je suis le docteur Baudouin Boinimbek, enseignant à l'Institut AVERS Plus de Marrakech. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de dermatologie, nous allons étudier les infections cutanées, plus particulièrement les infections bactériennes cutanées. Nous allons commencer par une infection cutanée, l'impétigo. L'impétigo, c'est une infection cutanée purement épidermique à streptocoque hémolytique du groupe A ou à staphylocoque doré. L'impétigo, c'est une maladie de l'enfant. Elle touche surtout l'enfant, plus rarement l'adulte, et elle complique presque toujours une affection cutanée prurigineuse préexistante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant doit avoir une infection cutanée qui va causer des lésions de prurite au niveau de la peau, et en grattant, il va compliquer ces lésions par un impétigo. L'impétigo est très contagieux et dans certains cas, il est nécessaire d'avoir recours à une éviction scolaire pour éviter de contaminer d'autres enfants. Le diagnostic de l'impétigo, il est essentiellement clinique. Il se fait à l'examen clinique. La forme habituelle de l'enfant, c'est une lésion vésiculo-bulleuse superficielle sous-cornée à contenu trouble. Donc, ça nous fait penser à une pustule que nous avons vue dans le cours de sémiologie. Une pustule flasque, fragile, évoluant rapidement vers une érosion recouverte de croûte jaunâtre. On peut avoir des lésions qui sont peu symptomatiques ou bien la coexistence de lésions d'âges différents, c'est-à-dire qu'on a plusieurs âges de lésions d'impétigo, des impétigos qui sont plus anciens qui vont venir se mettre à côté des impétigos qui sont plus récents. La topographie, elle est souvent péri-orificielle, c'est-à-dire autour des orifices, notamment la bouche, et au départ, puis elle peut diffuser à tout le visage et au reste du corps. Nous avons ici deux images d'impétigo. Le premier impétigo qui se limite au niveau du menton, c'est-à-dire péri-orificiel au niveau de la bouche, et le deuxième qui commence à diffuser au reste du visage et au niveau du cou. L'impétigo bulleux, c'est un impétigo qui est caractéristique du nouveau-né et du nourrisson. Attention, celui-ci est surtout dû au staphylocoque. Les bulles, elles sont de grande taille, de 1 à 2 cm, et parfois, elles sont entourées d'un érythème, comme on peut le voir sur la photo. Il faut faire attention avec l'impétigo car son évolution peut être marquée par ce qu'on appelle le syndrome SSSS ou bien une épidermolyse staphylococcique aiguë qui est induite par une toxine exfoliante staphylococcique. En gros, le patient va se présenter avec un décollement suintant de l'épiderme. Comme on peut le voir sur la photo, ça peut être des décollements qui sont étendus à tout le corps ou bien limités à des zones particulières. Le traitement de l'impétigo, il est à la fois local et général. Le traitement local, il est systématique et peut être suffisant dans les cas qui ne sont pas sévères, notamment par le lavage bicotidien avec des antiseptiques ou bien l'application d'antibiotiques locaux. On peut avoir recours au traitement général par antibiotiques dans les cas graves, dans les cas avec des signes généraux ou quand on a un terrain particulier, c'est-à-dire quand on a une immunodépression, un diabète qui sont associés. La deuxième infection bactérienne que nous allons voir, c'est les furoncles et les folliculites. C'est quoi une folliculite? Une folliculite, c'est une inflammation d'un follicule pilosébacé. Le follicule pilosébacé, c'est à la fois l'origine et le trajet que va suivre le poil pour sortir à travers la peau. Le furoncle, c'est une infection profonde du follicule pilosébacé due à un staphylocoque doré. Il évolue généralement en 50 jours vers la nécrose et puis avec l'élimination du follicule pileux. Le diagnostic, encore une fois, ici, il est clinique. On n'a pas nécessairement besoin d'examen biologique pour poser le diagnostic d'un furoncle. Alors, le furoncle, c'est une induration douloureuse centrée par un follicule pilosébacé qui va évoluer en quelques jours vers la nécrose avec élimination du bourbillon. Les topographies préférentielles des furoncles sont en général le dos, les épaules, la nuque, les fesses et les cuisses.
Il peut avoir des groupements topographiques de furoncles, notamment l'anthrax, qui est un agglomérat, c'est-à-dire un regroupement de furoncles réalisant un placard inflammatoire hyperalgique, c'est-à-dire très douloureux, parsemé de pustules, comme on peut le voir sur la photo plus bas. L'évolution d'un furoncle, souvent manipulé ou d'emblée présent, c'est-à-dire que l'anthrax, normalement, est dû à un furoncle qui était là avant et qu'on a manipulé. On a essayé de percer, on a essayé de vider et il s'est disséminé et a entraîné un anthrax. Les signes généraux sont souvent présents, notamment la fièvre et les adénopathies, et les anthrax aiment souvent siéger au niveau du cou, au niveau du dos. Le traitement du furoncle ou de l'anthrax isolé, en général, il se fait sans incision. On n'a pas besoin d'aller ouvrir un furoncle ou bien un anthrax qui est isolé. On n'a pas besoin aussi, en général, d'antibiothérapie générale, sauf dans des cas particuliers, notamment si on a des furoncles multiples, on aura besoin d'avoir recours à une antibiothérapie générale, soit en cas d'anthrax, en cas de signes généraux, en cas de topographie, notamment centrofaciale, au centre du visage, périorificiel et en fonction du terrain, c'est-à-dire chez les immunodéprimés, chez les patients diabétiques, pour éviter une dissémination plus importante, on peut avoir recours à une antibiothérapie générale. La troisième pathologie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les érysipèles. Alors, c'est quoi un érysipèle? Un érysipèle, c'est une dermo-hypodermite, c'est-à-dire que c'est une infection qui va toucher à la fois le derme et l'hypoderme. Dermo-hypodermite bactérienne aiguë non nécrosante, elle n'entraîne pas de nécrose, liée le plus souvent, c'est-à-dire à 85%, à un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Les 15 autres pourcents, c'est les autres types de streptocoque bêta-hémolytique B, C, D. Elle concerne surtout l'adulte après 40 ans. Elle est très très rare chez l'enfant. La topographie concerne les membres inférieurs, surtout le membre inférieur, c'est la forme la plus fréquente qu'on rencontre le plus souvent, et la face. Les facteurs favorisants d'un érysipèle en général sont une porte d'entrée loco-régionale. Chez les patients diabétiques par exemple, qui se présentent avec un érysipèle, on va systématiquement rechercher la notion d'une plaie au niveau de la plante du pied qui a été négligée, ou bien la présence d'un intertrigo inter-orteil. Vous vous rappelez dans le cours de dermatophytie, on a parlé des intertrigos. Ce sont ces lésions qui vont siéger entre les orteils. Des dermatophyties qui vont siéger entre les orteils. On va rechercher le diabète, l'immunodépression aussi, qui peuvent être des facteurs favorisants d'un érysipèle. Des irradiations ultérieures, c'est-à-dire des irradiations à rayons ionisants qui peuvent aussi entraîner par la suite des érysipèles. Il y a certaines études qui vont parler du manque d'hygiène corporelle comme facteur de risque de l'érysipèle, mais ces études sont encore controversées. Le diagnostic de l'érysipèle, il est clinique. Comment on reconnaît un érysipèle? Dans sa forme habituelle, chez l'adulte, l'érysipèle siège au niveau du membre inférieur, où il donne un tableau de grosses jambes rouges, aiguës, fébriles, unilatérales. Donc on aura une grosse jambe rouge, aiguë, fébrile et unilatérale. Le début, il est brutal, avec une fièvre entre 39 et 40 degrés, voire parfois des frissons. Puis, on aura l'apparition du placard cutané inflammatoire qui sera bien circonscrit au niveau du membre inférieur. On a d'autres formes cliniques, notamment celle du visage, qui représente 5 à 10% des cas d'érysipèle. Et plus rarement, l'érysipèle va siéger au niveau du membre supérieur, de l'abdomen, du thorax, de la région fessière et de la région périnéo-génitale. Nous avons ici des images d'érysipèle qui nous montrent ce qu'on a décrit tout à l'heure, une grosse jambe rouge, avec un caractère aigu, inflammatoire et très algique. Le traitement de l'érysipèle, il va reposer sur une antibiothérapie systémique, c'est-à-dire qu'on doit la passer par voie générale. C'est une antibiothérapie qui doit surtout être antistaphylococcique, donc elle va reposer surtout sur les bêta-lactamines, c'est-à-dire l'amoxicilline, la pénicilline. Il faut y associer un repos strict au lit, avec un traitement anticoagulant préventif s'il y a des risques de thrombose veineuse profonde.
Les anti-inflammatoires sont totalement proscrits. Il est totalement interdit de prendre des anti-inflammatoires en cas d'érysipèle, car ces anti-inflammatoires pourraient compliquer cette érysipèle qui va évoluer vers une fasciite nécrosante. Alors, on va parler de la fasciite nécrosante. Ce sont des infections cutanées qui causent une nécrose de l'hypoderme avec thrombose vasculaire, nécrose de la peau névreuse superficielle et secondairement du derme. C'est une nécrose de la jambe. C'est ce qu'on appelle dans certains cas la bactérie mangeuse de chair. On a l'impression que la fasciite nécrosante va manger la chair au niveau de la jambe. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut prendre en charge rapidement les fascites nécrosantes pour éviter que la nécrose, pour éviter que la chair détruite par la bactérie ne s'étende à une zone plus grande. La fasciite nécrosante va se présenter avec des signes généraux, notamment une tachycardie, une polypnée, une fièvre. On peut avoir, dans certains cas, une hypothermie, une agitation chez le patient. Les signes locaux sont surtout la douleur. La douleur, elle est très importante. On peut avoir un édème ou un érythème avec des limites peu précises. Le traitement de l'érysipèle, il comporte deux volets très importants. Il est à la fois médical et chirurgical. Le traitement médical, c'est le traitement de l'état septique, c'est-à-dire qu'il faut corriger les troubles hydroélectrolytiques, l'insuffisance rénale, les troubles hémodynamiques qui vont être entraînés par le sepsis, notamment la correction de ces troubles va se faire par une antibiothérapie adaptée par les bêta-lactamines, en général la pénicilline, l'amoxicilline et l'amoxicilline protégée. Le traitement chirurgical, il a toute sa place et il est très important. Il va reposer sur l'excision des tissus nécrosés. Oui, il faudrait enlever tout ce qui a été nécrosé et drainer les collections qui peuvent être collectées au niveau du membre inférieur. On va parler d'autres infections, c'est des infections non folliculaires, notamment le panaris. Alors, le panaris, il est dû au staphylocoque. En général, c'est une infection qui va apparaître 2 à 3 jours après un traumatisme au niveau de doigt. Il siège au niveau des phalanges distales, au niveau de la pulpe du doigt ou au niveau des phalanges proximales. Généralement, s'il n'y a pas de traitement, le panaris va évoluer vers une fissulisation et une extension au tissu voisin. Il va s'étendre au reste de la main et il peut entraîner une cellulite ou un phlegmon, c'est-à-dire une infection de tous les tissus de la main. Le traitement, il repose sur des antiseptiques plus une antibiothérapie générale. En général, ce sont des bêta-lactamines, encore ici, soit la pénicilline, des amoxicillines, l'acide fusidique ou la pristinamycine. Je vous remercie pour votre attention. Dans le prochain cours, nous verrons les candidoses et nous verrons les infections cutanées virales.